Andy Serkis déclare que le prochain film Batman sera le plus sombre jamais vu. Hein, mais putain les gars, faut arrêter, c'est pas un concours quoi. Sinon on va voir quoi au 48e reboot dans 30 ans? Après avoir tué lui-même ses propres parents parce qu'il l'avait mené voir un film trop pourri, le jeune Bruce Wayne essaie de financer sa cavale en revendant le collier de perles arraché sur le cadavre de sa mère. Manque de bol, c'était du toc. Crevarde, s'écrie-t-il alors qu'il est recueilli par Alfred qui, plus qu'un père, est comme un oncle pour lui, le genre de tonton qui oublie de mettre un pantalon quand il te fait sauter sur ses genoux. Étourdi, va. Traumatisé, il s'invente une amitié avec une chauve-souris imaginaire et finit tétraplégique après avoir sauté du haut d'une gargouille. Tiens, est-ce qu'il y a des rôlistes dans la salle, hein? J'ai une petite annonce rapide et exclusive à vous faire, hein? Vous le voyez sur le t-shirt. J'ai l'honneur de rejoindre les équipes de Monolith, hein, pour travailler sur leur projet de jeu de rôle dans l'univers de Gotham City. On pourra incarner la Bat Family, mais pas que, hein, puisque c'est pas juste on est Batman, on est Robin, on est Alfred et on est content. Non, ça sera un petit peu plus profond. C'est beaucoup inspiré de Gotham Central, donc avec une campagne autour des flics de Gotham City. Il y a beaucoup à faire. Un jeu de rôle, mais 3 livres. Hein. Le premier, c'est évidemment le livre de règles, hein, qui est adapté sur mesure à l'univers de Gotham City par François Verstraat, donc du système des chroniques oubliées, la version contemporaine. Il y a aussi le livre de scénario, évidemment, hein, donc qui est coécrit par Olivier Caïra et Nicolas Texier. Et puis, hein, et c'est là qu'on reconnaît le désir de Monolith et du patron Fred Henry, hein, de vouloir faire les choses bien et en profondeur. Hein, un gros guide qui sera consacré à la ville de Gotham City pour pouvoir vous repérer, pour connaître des lieux qui ne sont pas forcément évidents. Il n'y aura pas que la Wayne Tower, le Manoir Wayne et le Iceberg Lounge. Ce livre sera coécrit par Xavier Fournier et Alex Nikolavitch. J'ai un petit peu participé aux recherches, hein, c'est pour ça que je lisais beaucoup de Batman en fin d'année dernière. Hein. Il y a aussi, donc c'est une coédition avec Black Book Edition. Urban Comics est évidemment dans le coup avec le rédac-chef François Hercouet. Hein. Pour la communication, il y a aussi Maillard de la chaîne Réussite Critique. Et pour organiser, hein, à la Alfred, mi-Oracle, hein, je sais, ça fait un drôle de mélange, mais il y a Franz Stritcher qui se charge, voilà, de coordonner tout ça en chef de projet. Là, pour vous lâcher une petite info, on en est au moment où on doit sélectionner les artistes qui se chargeront de faire les différentes illustrations nécessaires au projet. Donc je vous laisse me dire, vous, dans les commentaires, qui vous verriez, qui vous fantasmeriez, hein, de voir illustrer un jeu de rôle Gotham City. Ici votre fidèle Commis des Comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés. C'est le 244e JT Comics, hein, ça fait plaisir de retrouver mon plateau de tournage, hein, ça commence à sentir ici plus le renfermé que dans le tanga de Tante May, qui lui sent un petit peu plus le poulpe, hein. Si t'as la ref, n'hésite pas à commenter. Et sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Pseudo-auteur. Et pendant que certains veulent leur Batman noir comme mon âme, d'autres le préfèrent gris, hein, gris comme Michael Gray, sur lequel s'est penché le site Bleeding Cool, qui est un scénariste, donc qui a œuvré sur les numéros spéciaux destinés à la grande distribution, hein, Walmart, pour attirer des nouveaux lecteurs. Il a écrit 2 histoires de Batman, une histoire d'Aquaman et encore une autre histoire. C'est réédité en ce moment sur des numéros qui sortent seulement en digital. Sauf qu'il n'y a aucune trace d'un Michael Gray auparavant, donc ils ont pensé à un pseudo, ils ont enquêté, hein. Toutes les histoires sont reliées par un certain engagement politique, hein, comme toutes les histoires d'ailleurs, hein, si on prend la politique comme une façon d'envisager l'organisation du monde, hein, et de la société dans laquelle on vit. Et c'est assez radical, hein. On commence avec du MeToo et un acteur qui aurait donc des comportements déplacés à l'égard de ses partenaires de jeu, puis ça bascule donc sur de l'éco-terrorisme ou alors de l'éco-activisme, hein. Ça dépend toujours du point de vue, avec Poison Ivy qui n'hésite pas à ne pas prendre de gants et à carrément assassiner donc des PDG et des hommes politiques corrompus et responsables de la déforestation de l'Amazonie. Donc ça avait un petit peu fait débat, hein, puisque certains fans de Poison Ivy n'aimaient pas trop ce côté un petit peu radical et complètement déshumanisé du personnage. Et sur Aquaman, hein, ce sont les 6 Schaeffer de l'univers d'ici, hein, les 6 Devos qui sont ultra militarisés et semblent s'être un petit peu radicalisés. C'est pas non plus des histoires de fous, hein, et moi qui pensais que Gray versait dans la nuance, eh ben des fois c'est pas très subtil, mais je trouve que ça remplit parfaitement son rôle d'histoire destiné à ponctuer des réimpressions d'histoires classiques, donc dans les 100 pages de chez Walmart. Et donc qui est ce Michael Gray à qui on confie du Batman comme ça sans qu'il ait jamais rien fait avant? Et bien en fait Bleeding Cool a trouvé qu'il s'agissait d'un pseudonyme, le pseudonyme d'un auteur pas très connu, mais dont la situation aurait changé juste avant l'impression de ses histoires. En gros, il a dû signer peut-être un contrat d'exclusivité qui l'empêchait de travailler sur d'autres projets ou d'être cité, donc ils ont remplacé
remplacer son nom par un pseudonyme. Il reste encore une histoire écrite par Michael Gray à être publiée par DC Comics, et puis après il va tomber complètement dans les oubliettes, jusqu'à ce que, suivant la notoriété acquise par le ou la scénariste dans d'autres médias, s'il ou elle écrit des films, des séries, eh bien, on découvre le secret de cette énigme. Que calor! Tiens, chez Marvel Studios, on est littéralement on fire, puisqu'après la douche froide de l'annonce de la sortie directement en VOD, donc en vidéo à la demande du film New Mutants, eh bien, il semblerait que ce soit une erreur et qu'en fait le film soit toujours prévu pour une sortie en cinéma, sauf qu'on ne sait pas quand et qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle. Chaud aussi au niveau des rumeurs qui fusent comme des étincelles, puisqu'on apprend qu'un projet Secret Warrior serait en développement dans le MCU, soit une série Disney+, soit un film carrément, donc c'est l'équipe qui est réunie par Nick Fury qui opère en scred. La rumeur sur les débuts solo de Nova dans le MCU refait surface en même temps que celle de l'adaptation d'un projet, cette fois c'est en série Disney+, sur Ironheart, donc c'est Riri Williams qui a inventé dans les comics du moins par Brian Michael Bendis, qui arrive via de la contre-ingénierie et donc son esprit un petit peu de surdoué à reproduire parfaitement l'armure d'Iron Man, donc elle va même assumer ce rôle à certains moments. Donc il y en a beaucoup qui se demandent si la version MCU sera pas incarnée par Morgan Stark. Et attention, les flammes de l'enfer nous font transpirer quand on apprend que le MCU n'abandonne pas son Ghost Rider, qui a déjà eu droit à 2 adaptations en film avec le mythique Nicolas Cage, qui a eu droit à une adaptation en série, donc la version Robbie Reyes, lui il est en bagnole. C'était dans la série Agent of S.H.I.E.L.D. et là le MCU semblerait vouloir revenir à la base et adapter son Johnny Blaze, celui qui nous a appris mieux que Michel Simès, Jamie et Fred réunis ce qu'était une cystite. Moonwalk. Bon, chez DC, tout semble aller aussi vite que quand Denis Brognard dit l'aventure évolue dans Koh-Lanta, puisque vous vous souvenez du fameux projet de 5G, Generation 5, qui consistait à vouloir assainir, à créer une nouvelle chronologie plus simple d'accès pour l'univers DC Comics, qui commencerait par Wonder Woman. Ça avait déjà commencé d'ailleurs dans le Wonder Woman numéro 750. Ça s'était un petit peu mis en branle difficilement avec l'histoire de Scott Snyder et de Brian Hitch. Wonder Woman qui dans ce cadre incarnerait la toute première super-héroïne apparue dans le DC Universe, et donc ça se terminerait avec une espèce de relève, une actualisation des super-héros avec notamment Luke Fox qui devait prendre la relève du manteau de Batman sous la plume de John Ridley, donc le scénariste oscarisé. Ça c'était à l'occasion du grand reboot du titre qui se serait produit à partir du numéro 100. Il y avait aussi John Kent qui allait devenir Superman, donc sous la plume de Brian Bendis, etc. etc. Et bien entre le renvoi de l'architecte principal de ce projet à Dan Didio, entre la pandémie qui a mis un gros coup d'arrêt dans les jambes donc de l'industrie du comic book, entre Scott Snyder qui semblait pas trop favorable à ce projet, même c'est lui qui l'initie un petit peu dans Wonder Woman 750, qui a modifié son Batman Death Metal dans lequel il devait y avoir quelques éléments de la 5G dedans aussi. Mais il semblerait que le projet soit tout bonnement annulé par DC, puisque certains créateurs qui travailleraient sur le projet en secret auraient reçu donc des indemnités pour abandonner tout simplement. Et lorsqu'on demande à James Tynion de Force, qui était censé assurer l'intérim entre donc Tom King qui s'est fait un petit peu renvoyer de Batman et John Ridley jusqu'au numéro 100, lorsqu'on lui demande s'il a des plans pour prolonger Batman donc après le numéro 100, il répond oui, énormément. Comme quoi chez DC c'est comme en prison, quand tu commences à balancer des dates et à vouloir remplacer les grands boss, tu disparais et plus personne n'entend parler de toi. Espoir. En ces temps de crise, de dislocation sociale à certains endroits, d'extrême solidarité à d'autres, eh bien les symboles sont importants. Et nous autres, les fans de comics, les symboles on en bouffe autant qu'un hypochondriaque marseillais avale de la chloroquine avec ses chocs à pic au petit-déj. Et qui de mieux que Superman pour incarner l'espoir, la naïveté, l'importance de porter des lunettes pour protéger les petites muqueuses qu'on a aux yeux. Superman dont la statue dans la vraie métropolis, une ville qui se situe dans l'Illinois, donc aux États-Unis, a été recouverte d'un grand masque. Et ça fera plaisir à nos personnels soignants des EHPAD de se dire putain, même une statue de Superman elle a un masque et pas nous. Et si vous savez lire l'espagnol, si vous voulez apprendre à le lire, si vous êtes prof d'espagnol et que vous cherchez une ressource à faire travailler à vos élèves, eh bien je vous conseille qu'une seule lecture cette semaine, c'est celle du comics gratuit de David Rubin qui s'intitule Le super pouvoir le plus important, une histoire de Superman, Crypto et ta voisine. C'est l'histoire d'une caissière donc de supermarché qui est donc en première ligne, qui rentre chez elle, reçoit évidemment le doux message de ses voisins qui la remercient mais l'encouragent quand même de quitter les lieux parce que elle est pleine de microbes. Mais elle reçoit aussi la visite de Superman qui vient s'acheter 2 bières. La suite c'est à lire sur le site de CC Comics, donc c'est le site de Rubin, et
Il y aura même donc pour soutenir les comic shops espagnols lorsqu'ils réouvriront des cartes postales réalisées par Miquel Janin, par Paco Roca ou par Jesus Meriño. Un prophète. Tiens, parlons prophète un peu, hein, j'en profite pour embrasser tous les musulmans qui sont en pleine période de Ramadan. Courage, hein, mais là ça n'a rien à voir avec Mahomet. Hein, le prophète dont on va parler, c'est celui de Rob Liefeld, hein, qui lui est complètement dans le rouge niveau Hassanet, hein, puisque je crois que l'orgueil ça fait un petit peu baisser la moyenne. Non, c'est John Prophet qui va être adapté au cinéma, celui qui est apparu dans le Youngblood numéro 2, un prix moyen avant l'annonce 1$ sur eBay, prix après l'annonce entre 15 et 100$ si c'est en CGC, comme quoi on peut toujours compter sur les spéculateurs. C'est un laissé pour compte de la société de la Seconde Guerre mondiale qui va accepter de se soumettre à un programme de super soldats, hein, c'est très classique, hein, donc qui va être cryogénisé, se réveiller un petit peu trop tôt 80 ans plus tard à cause des Youngblood, qui va être tout en furie, qui va essayer de tuer absolument tout le monde. Moi j'ai toujours cru que c'était parce qu'il se rendait compte qu'il avait un accoutrement très ridicule. Puis il va finir par s'allier à eux, il aura droit à sa propre série après, il y a eu 12 numéros, c'est la grande époque, hein, 92-93 d'Image Comics, c'est une raison pour laquelle ça s'appelait pas Intrigue Comics ou Scénario Comics, hein, d'ailleurs. Preuve qu'il faut bien un scénariste, hein, pour écrire les choses. Hein. Il s'associe Liefeld qui sera producteur avec Mark Guggenheim à qui on doit la plupart des séries de l'Arrowverse sur CW. Je m'attendais pas du tout à cette news hein, puisque comme je vous l'avais expliqué il y a quelques temps, hein, les droits de Youngblood n'appartiennent plus à Rob Liefeld qui s'est fait pour le coup escroquer et ça c'est pas bon pour lui. Hein. Donc comme quand même Prophet est très lié à Youngblood, il y a dû avoir quelques pirouettes juridiques pour le sortir du giron de la licence, puisqu'en plus ils veulent faire plusieurs films et développer tout un univers, hein, soi-disant. Moi je vous avoue que ça m'intéresse autant qu'une maladie vénérienne cette affaire, hein. Seule cryogénisation que je veux voir adaptée sur grand écran, c'est celle des Revivals dans Transmetropolitan, et donc dans Another Cold Morning, qui est peut-être l'une des meilleures issues de Transmet, hein, avec toutes les autres. Le bilan. On fait le bilan calmement à l'heure où l'industrie du comics repart, à l'heure où les éditeurs ont annoncé dans leur majeure partie donc le planning des sorties de juin et peut-être même au-delà. Eh bien, certaines séries portent les stigmates de la crise, notamment la série Decorum chez Image Comics, la série de Hickman et de Huddleston qui était prévue pour être une ongoing série et qui devient une série limitée en plus à 8 numéros, donc ça fait très mal. Chez les Big Two, Marvel compte toujours autant sur Donny Cates pour raconter ses histoires, hein, puisque le scénariste a déclaré avoir des plans au moins aussi grands, au moins d'une aussi grande envergure que ceux qu'il avait pour Venom, si ce n'est plus grand pour le Dieu du Tonnerre, puisqu'il est sur Thor actuellement, et on sait qu'il avait prévu son Venom, il y avait des plans à 5 ans, donc un plan quinquennal, communiste. Et la planification, ça le connaît, hein, puisque le projet qu'il avait teasé avec Dylan Burnett, hein, avec la grande épée, forcément, hein, c'est rien d'autre qu'un spin-off à God Country, que je vous conseille vraiment de lire, hein, c'est chez Urban en français, c'est chez Image en VO, hein, procurez-vous-le, vous m'en direz des nouvelles. Et le grand gagnant, ce sont clairement les campagnes de financement participatif qui rendent totalement indépendants les créateurs qui les lancent. On peut parler de Jim Starlin qui revient aux affaires et qui après 30 ans va se remettre à dessiner Dread Star. Michael Avon Homing lance son The After Realm numéro 2, et puis évidemment une qui va cartonner, c'est la campagne de Sean Gordon Murphy qu'il compte lancer sur son projet qu'il tease déjà depuis un petit moment, qui sera multi-style, multi-genre, puisqu'il réunit une équipe où il y aura un personnage dans le style manga, un personnage dans le style comic strip, un personnage anthropomorphique, un personnage qui sera un vampire, un personnage qui sera tiré plutôt de la fantasy, hein. Donc voilà, ça lui prend beaucoup de temps à dessiner, il nous dit, mais c'est comme on pourrait s'y attendre, c'est complètement magnifique, la couverture est magnifique, nul doute que les intérieurs le seront aussi, et moi, ma petite réserve avec Sean Murphy sont sur ses scénarios, donc on verra bien. Lisez, hein, cette semaine, moi je suis bien occupé en ce moment, donc j'ai pas eu le temps de lire, hein. J'ai continué un petit peu Aquaman, donc le run de Jeff Parker, avec Paul Pelletier. C'est pas trop mal, mais forcément quand tu passes après Jones qui avait réussi à bien redynamiser le perso, bon, je comprends pourquoi j'avais un petit peu lâché, hein. Je crois que j'avais pas tout fini, j'avais joué à saut de poisson. J'ai lu évidemment l'histoire gratuite de David Robin que je vous conseille encore, hein. Je vais vous mettre le lien dans la description, ça c'est obligé. Puis on vous prépare le retour aux affaires, et bientôt un nouveau Sculpturo Gaming avec un jeu qui sera donc sponsorisé par une grande enseigne de vente en ligne de jeux de société, hein, je vous laisse deviner laquelle. J'ai eu l'honneur d'être invité sur la chaîne Les Vidéos de Mathieu pour parler comics, il est tout jeune, je vais vous mettre la vidéo à la fin et je compte sur vous pour aller lui donner de la force, hein, parce qu'il a fait un travail super propre. On a parlé des comics, des différents âges, hein, il y en a plus que 3 hein, dans les comics, on a
parler de plein de choses, donc je vous laisse aller voir. C'est la fin de ce JT Comics, hein, je vous remercie d'avoir suivi. Encore un immense merci à tous ceux qui le regardent, qui mettent des pouces bleus, qui le partagent, hein, qui tweetent, qui retweetent, qui partagent sur Facebook, sur Instagram, dans les stories, sur Discord. N'hésitez pas à venir sur le Discord, je vais un petit peu le rénover et vous êtes nombreux à vous y retrouver tous les soirs et ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à réagir, à me dire quelle est votre news préférée de la semaine, une news que j'ai peut-être oubliée ou que vous auriez voulu que j'inclue dans ce JT. Ça, c'est dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, mais aussi sur les réseaux sociaux, hein, que j'ai déjà mentionnés. C'est là aussi que vous me laissez vos petits messages pour le bando del pueblo, el bando libre. Moi, je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Le coronavirus, depuis le 11 mai, je le vois comme Deathstroke ou comme le Punisher sur la couverture iconique de sa toute première apparition. Hein. Donc faites attention parce que nous, contrairement à lui, on n'a pas de sens d'araignée. Ni de tante May. Hein. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une tante May.